Un milliardaire froid n'était pas tombé amoureux depuis 30 ans, jusqu'à maintenant. Sa nouvelle employée est venue juste pour nettoyer, mais a perturbé son cœur. Elle était simple, mais a éveillé quelque chose qu'il avait juré d'enterrer pour toujours. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Au 40e étage de la tour Montparnasse, Antoine Moreau observait la ville à travers les vitres teintées de son penthouse. La pendule marquait exactement 6h30 du matin, comme chaque jour depuis 30 ans. La précision était sa marque de fabrique, tout comme son costume impeccablement coupé et ses chaussures toujours lustrées. Devant lui, la métropole s'éveillait dans un ballet synchronisé de lumières et d'ombres, aussi prévisible que sa propre existence. Le café était servi sur la table d'appoint, à une température rigoureusement contrôlée de 70 degrés Celsius. Ni 1 degré de plus, ni 1 de moins. L'ancienne gouvernante l'avait appris à ses dépens, renvoyée après 3 avertissements pour des écarts mineurs. Moreau ne tolérait ni les erreurs, encore moins les improvisations. Sa vie était une symphonie méticuleusement orchestrée, où chaque note devait résonner exactement comme prévu. Le journal du jour reposait près de la tasse, plié à angle parfait. Les gros titres célébraient un nouveau succès de son empire hôtelier. Le groupe Moreau annonce une expansion internationale avec un nouveau resort à Dubaï. C'était son 10e projet à l'étranger, tous aussi florissants, tous conformes aux mêmes standards d'excellence qu'il avait lui-même établis. Tout en sirotant son café, son regard se porta malgré lui vers le tiroir inférieur de son bureau. Là, verrouillé sous 3 clés différentes, gisait la seule imperfection de sa vie parfaitement calculée, un faire-part de mariage jauni par le temps, datant de 3 décennies. L'invitation qui n'avait jamais été distribuée, la cérémonie qui n'avait jamais eu lieu, le oui qui s'était mué en un silence assourdissant. L'interphone retentit, interrompant ses pensées. C'était Dupont, son assistant personnel depuis 20 ans. « Monsieur Moreau, il y a eu un changement dans le personnel. La nouvelle gouvernante commence aujourd'hui. » La tasse s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. « Comment ça, nouvelle gouvernante? Je n'ai autorisé aucune embauche. » « C'est une décision du service administratif, monsieur. La précédente a demandé un départ immédiat pour raisons personnelles et celle-ci était déjà dans notre base de données, validée par tous les processus de recrutement. » Moreau sentit le contrôle lui échapper comme de l'eau entre les doigts. Il détestait les surprises, surtout celles qui envahissaient son espace personnel. Son appartement était son sanctuaire, organisé avec une précision d'horlogerie suisse. « Non ?» demanda-t-il, sa voix glaciale tranchant l'air. « Élodie Laurent, monsieur, 42 ans, référence impeccable. Faites-la monter. Maintenant. » Exactement 3 minutes plus tard, la sonnette retentit. Moreau ajusta sa cravate bordeaux, son rituel personnel avant tout affrontement, et se dirigea vers la porte. En l'ouvrant, il s'attendait à trouver une employée intimidée, du genre à trembler rien qu'en entendant ses pas. Mais ce qu'il vit le fit hésiter une fraction de seconde. Devant lui se tenait une femme de taille moyenne, les cheveux châtains relevés en un chignon discret, vêtue d'un uniforme simple mais impeccablement repassé. Ses yeux, d'un vert profond et serein, le regardaient avec un calme déconcertant. Il n'y avait aucune peur ni cette anxiété habituelle à vouloir plaire, juste une présence tranquille et assurée, comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. « Bonjour, monsieur Moreau. » Sa voix était douce mais ferme. « Je suis Élodie Laurent. » C'est alors qu'il remarqua. L'horloge murale indiquait 6h45. C'était la première fois en 30 ans que son petit déjeuner serait retardé. Et, étonnamment, cela ne le dérangeait pas autant qu'il l'aurait cru. Élodie se déplaçait dans le penthouse avec une aisance déconcertante. Ses pas étaient silencieux, précis, comme si elle connaissait chaque centimètre des lieux depuis des années. Moreau l'observait discrètement par-dessus ses rapports financiers, intrigué par cette présence qui semblait défier toutes ses attentes. Dès la première semaine, elle réorganisa le garde-manger selon un système personnel qui, à sa grande surprise, s'avéra encore plus efficace que le précédent. Les produits n'étaient pas seulement classés par catégorie, mais aussi par fréquence d'utilisation. Le café importé qu'il buvait chaque matin était stratégiquement placé à hauteur des yeux, aux côtés d'autres articles d'usage quotidien. Plus impressionnante encore était sa capacité d'anticipation. Le mardi, lorsqu'il se
Se réveilla avec un léger mal de tête. Il trouva une infusion à côté de son café habituel. Il n'eut rien à dire. Elle avait remarqué son expression tendue la veille au soir, à son retour d'une réunion particulièrement éprouvante. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-il tout en observant la vapeur s'échapper de sa tasse. « Vos épaules étaient crispées hier soir, monsieur Moreau, et vous vous êtes massé les tempes à 3 reprises pendant le dîner. » Élodie répondit sans détourner les yeux de la vaisselle qu'elle rangeait. « C'est une infusion de camomille et lavande. Cela aide à se détendre sans provoquer de somnolence. » C'était ce genre de remarque qui l'intriguait. Elle ne se contentait pas d'exécuter ses tâches. Elle lisait en les gens, identifiait des besoins non exprimés, comprenait des dynamiques subtiles que d'autres mettraient des mois à percevoir. Un jeudi, pendant une importante visioconférence, Élodie entra silencieusement dans le bureau et remplaça sa bouteille d'eau par une autre, bien fraîche. Moreau n'avait pas remarqué que la sienne était vide, mais elle si, et elle l'a remplacée au moment même où il tendait la main pour l'attraper. Le plus troublant, c'est qu'elle ne cherchait pas de reconnaissance, pas de sourires attendant une approbation, ni de regards espérant des compliments. Élodie existait simplement dans cet espace, efficace et discrète comme une ombre bienveillante. Un après-midi, alors qu'il relisait des contrats dans son bureau, Moreau l'a surpris en train de ranger sa bibliothèque. Ses doigts glissaient sur les volumes avec un soin presque révérentiel, et il y avait quelque chose dans son regard, une lueur de reconnaissance peut-être, qui le fit douter de son histoire. « Avez-vous déjà travaillé dans un autre secteur auparavant ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Élodie marqua une pause, ses doigts planant au-dessus d'un livre de stratégie d'entreprise. « J'ai eu d'autres expériences professionnelles, oui, » répondit-elle simplement, sans plus de détails. C'est alors qu'il remarqua, elle tenait le livre d'une manière particulière, comme quelqu'un de familier avec son contenu. Ce n'était pas le toucher hésitant de quelqu'un qui se contente d'épousseter, mais le geste assuré de quelqu'un qui connaît le poids des mots sur les pages. La curiosité de Moreau fut encore piquée lorsque, quelques jours plus tard, il trouva une petite note sur son bureau. C'était une correction subtile dans l'un des contrats qu'il relisait. Une erreur qui aurait pu coûter des millions à l'entreprise. L'écriture était la sienne, reconnaissable à son élégance retenue. « Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné ?»« Ah, directement ?» questionna-t-il pendant le dîner. « Ce n'était pas à moi de faire une telle remarque, monsieur Moreau. J'ai simplement pensé que vous aimeriez en être informé avant la réunion de demain. » La réponse le laissa mal à l'aise. Il y avait quelque chose de plus chez cette femme, des couches qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Dans son monde de verre et d'acier, où chaque variable était contrôlée et chaque personne catégorisée, Élodie était une énigme qui défiait toute classification. Le soir, seul dans son bureau, Moreau se surprit à réfléchir aux petits changements qu'elle avait apportés à sa routine. Ce n'étaient pas seulement les tâches exécutées à la perfection ou l'organisation impeccable. C'était quelque chose de plus subtil, une sensation que, pour la première fois en 3 décennies, son appartement ne semblait plus aussi vide. La réunion du conseil était particulièrement tendue ce matin-là. Moreau occupait la tête de la table en acajou massif, tandis que des cadres en costumes onéreux présentaient des projections et des graphiques. Pourtant, son attention était divisée. Quelque chose dans la présentation de Camille Dubois, la nouvelle directrice financière, le dérangeait. Comme vous pouvez le voir, l'expansion à Dubaï représente un risque calculé, gesticulait Camille avec une élégance étudiée, ses talons résonnant sur le sol en marbre. Mais je suggère une restructuration interne avant toute initiative internationale. Moreau observait chaque geste, chaque inflexion de voix. Il y avait quelque chose de familier dans sa manière de présenter, quelque chose qui touchait une corde sensible dans sa mémoire. La façon dont elle accentuait certains mots, dont ses yeux bleus brillaient en évoquant la restructuration, tout cela lui rappelait quelqu'un de son passé. « Et les employés actuels ?» demanda l'un des conseillers. « Certaines réductions seront nécessaires, » répondit Camille avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons besoin de 109, de personnes plus alignées avec notre vision de l'avenir. » De retour, dans son penthouse, Antoine Moreau trouva Élodie en train de ranger sa bibliothèque personnelle. Elle semblait absorbée par sa tâche, mais quelque chose dans sa posture indiquait qu'elle était attentive à son arrivée. « La réunion ne s'est pas passée comme prévu ?»
demanda-t-elle sans se retourner, percevant son agitation. Moreau marqua une pause, surpris par sa perspicacité. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Votre cravate est légèrement desserrée, répondit-elle en se tournant enfin vers lui. Vous ne la détachez que lorsque quelque chose vous trouble profondément. Il esquissa un demi-sourire. Vous êtes une observatrice perspicace, Élodie. Parfois, observer est la seule façon de survivre, murmura-t-elle comme pour elle-même, avant de reporter son attention sur les livres. C'est alors que Moreau remarqua quelque chose d'inhabituel sur l'étagère. Un livre en particulier était légèrement déplacé, un ouvrage sur les stratégies d'entreprise qu'il n'avait pas consulté depuis des années. En le prenant, une vieille photo glissa entre les pages. Son cœur s'arrêta un instant. Sur l'image, il apparaissait plus jeune, souriant aux côtés de Sophie, son ancienne fiancée. Et là, à peine visible en arrière-plan, se trouvait un visage qu'il aurait reconnu n'importe où. Camille Dubois, 30 ans plus tôt. « Élodie » appela-t-il, la voix plus rauque que d'ordinaire. « Depuis combien de temps ce livre est-il ?»« Ici ?»« Depuis toujours, monsieur. Je l'ai simplement réorganisé aujourd'hui, suivant le classement par thème que vous préférez. » Moreau glissa la photo dans la poche de sa veste, son esprit travaillant à toute vitesse. Camille n'avait jamais mentionné le connaître auparavant, encore moins son lien avec Sophie. Pourquoi ce détail crucial avait-il été omis dans son dossier? Ce soir-là, tandis qu'il dînait de la soupe préparée par Élodie, parfaitement assaisonnée comme toujours, Moreau l'observa avec plus d'attention. Il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer dans la cuisine qui suggérait une familiarité avec des environnements bien différents d'une simple arrière-cuisine. « Élodie » commença-t-il, en choisissant soigneusement ses mots. « Avez-vous déjà travaillé dans le secteur corporate ?» Elle marqua une pause presque imperceptible, ses mains fermes servant à nouveau de la soupe. « Nous avons tous un passé, monsieur Moreau. Certains préfèrent le laisser derrière eux. » La réponse, bien qu'évasive, portait un poids qui n'échappa pas à Moreau. Il comprit qu'il n'était pas le seul à avoir des secrets enfouis dans le temps. La différence, c'était que les siens commençaient à refaire surface, soulevant des questions troublantes sur la loyauté, la trahison et la vengeance. La matinée débuta différemment dans le bureau de Moreau. Pour la première fois depuis des années, il arriva avant 7 heures, poussé par une agitation qui l'avait empêché de dormir. Sur son bureau, un dossier laissé par Élodie contenait les rapports financiers des derniers mois, organisés d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Les données étaient croisées de façon révélatrice, de petites divergences. Dans les chiffres, des motifs subtils qui indiquaient quelque chose de plus grand. Ce n'était pas le travail d'une gouvernante. C'était une analyse financière de haut niveau. Moreau parcourut les pages avec un intérêt croissant, reconnaissant un talent qui dépassait largement les tâches domestiques. Un travail d'analyse impressionnant, commenta-t-il lorsqu'Élodie entra avec son petit déjeuner. « Pardon, monsieur ?» répondit-elle, son visage un masque de sérénité. Ces analyses, la manière dont les données ont été corrélées, cela exige une connaissance spécifique des marchés financiers. Élodie servit le café en silence, mais ses yeux trahirent une lueur de reconnaissance. Parfois, les motifs sont visibles pour ceux qui ont l'habitude de les chercher, finit-elle par répondre. Avant que Moreau ne puisse insister, Camille Dubois fit irruption dans son bureau, ses talons annonçant son arrivée comme des tambours de guerre. « Moreau, nous devons parler de la restructuration », déclara-t-elle, lançant un regard méprisant à Élodie qui se retira discrètement. « Camille, je ne me souviens pas avoir autorisé des changements structurels, » répliqua-t-il, sa voix calme masquant son irritation. « Le Conseil s'inquiète de votre résistance au changement, » dit-elle avec un sourire, s'asseyant sans invitation. « Certains membres remettent en question votre objectivité à diriger. » Les mots planèrent dans l'air comme une menace voilée. Moreau garda son expression impassible, des années de négociations difficiles l'ayant préparé à ce genre de moment. « C'est intéressant que vous parliez d'objectivité, » commenta-t-il en sortant une vieille photo de son tiroir. « Pourquoi n'avez-vous jamais mentionné que vous connaissiez Sophie ?» Le sourire de Camille vacilla un instant. « Vieille histoire, je n'ai pas trouvé pertinent de le mentionner. » « Comment as-tu pu ne pas trouver pertinent de mentionner que tu étais sa meilleure amie à l'époque de nos fiançailles ?» Le silence qui suivit était épais, chargé de tensions non résolues. Camille se ressaisit rapidement, mais Moreau avait vu ce qu'il fallait.
Cet éclair de surprise et quelque chose de plus, de la culpabilité peut-être. Après son départ, Élodie revint pour ramasser la tasse de café. Ses gestes étaient précis comme toujours, mais une tension subtile se lisait dans ses épaules. « Vous devriez vérifier les virements internationaux des 6 derniers mois », commenta-t-elle avec désinvolture, tout en essuyant la table. « Surtout ceux destinés à une holding à Singapour. » Moreau la fixa, comprenant enfin. « Vous n'êtes pas qu'une simple observatrice, n'est-ce pas ? Disons que j'ai déjà été de l'autre côté de la table, monsieur Moreau, et j'ai appris que certaines batailles se gagnent dans l'ombre. Cet après-midi-là, en examinant les virements mentionnés par Élodie, Moreau découvrit un système complexe de détournement. Les chiffres racontaient une histoire de trahison élaborée, méticuleusement planifiée sur des mois. Et au cœur de tout cela, un nom commençait à émerger, Sophie Renault Holdings, une société récemment créée à Singapour. Le passé et le présent commençaient à s'entremêler de manière troublante. Moreau regarda par la fenêtre de son bureau, observant Élodie traverser le hall de l'immeuble en bas. Elle marchait avec la même élégance contenue que d'habitude, portant avec elle des secrets qui pourraient tout changer. Le soleil ne s'était pas encore levé, lorsque Moreau trouva l'enveloppe marron sur son bureau. À l'intérieur, des coupures de journaux datant de 5 ans attirèrent immédiatement son attention. Les titres parlaient d'un scandale corporatif qui avait ébranlé le marché financier. Une stratège brillante tombe en disgrâce après des allégations de fraude. La photo accompagnant l'article fit bondir son cœur. Une femme élégante, les cheveux détachés et l'expression déterminée, descendant les marches d'un tribunal. C'était Élodie, mais pas celle qu'il connaissait. Celle-ci portait un tailleur impeccable et une mallette en cuir italien. Élodie Laurent, ex-PDG de Solutions Renault, quitte le tribunal après des accusations de manipulation de marché, disait la légende. Moreau ressentit le poids de cette révélation comme un coup en pleine poitrine. Solutions Renault, le même nom que Sophie. « Je vois que vous avez déjà découvert. » La voix d'Élodie résonna depuis la porte, calme comme toujours, mais avec une nuance différente. De la résignation, peut-être. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda Moreau, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. « Vous ne m'avez pas engagé comme PDG, monsieur Moreau. Vous m'avez engagé comme gouvernante. » Elle entra dans le bureau, servant le petit déjeuner avec la même précision que d'habitude. De plus, certaines histoires ont besoin du bon moment pour être racontées. Moreau l'observa tandis qu'elle arrangeait la table, ses mouvements aussi élégants que ceux de la dirigeante sur la photo. « Vous connaissez Sophie ?» Ce n'était pas une question. « Je l'ai connue », corrigea Élodie, s'asseyant enfin face à lui, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Elle était mon associée chez Solutions Renault, la même qui m'a livré à la justice avec des preuves falsifiées quand j'ai découvert ses détournements illégaux. » La révélation flotta dans l'air comme une fumée épaisse. Moreau se surprit à repasser mentalement les derniers mois. Les petits indices qu'Élodie avait laissés, sa compréhension approfondie des rapports financiers. Les virements vers Singapour, commença-t-il, ne sont que la partie émergée de l'iceberg, compléta Élodie. Sophie et Camille reproduisent le même schéma qu'elles ont utilisé pour me faire tomber. Mais cette fois, la cible, c'est vous. Un silence lourd s'installa dans le bureau. Dehors, la ville commençait à s'éveiller, inconsciente du drame qui se jouait au 40e étage. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda enfin Moreau. « Vous auriez pu vous venger en regardant tout s'effondrer. » Élodie se leva, ajustant son uniforme avec dignité. « Parce que j'ai appris à mes dépens que la vengeance est un plat qui empoisonne d'abord celui qui le sert. » Elle marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la ville. « Et peut-être, monsieur ? Moreau, ai-je trouvé quelque chose de plus précieux que la vengeance dans cet appartement ?» Le regard qu'ils échangèrent portait le poids de décennies de douleurs non dites, de batailles livrées en silence. Moreau se vit refléter dans ses yeux, 2 guerriers blessés qui avaient bâti des forteresses autour de leur cœur. À ce moment, l'interphone sonna. C'était Dupont, la voix tendue. « Monsieur Moreau, mademoiselle Camille Dubois a convoqué une réunion extraordinaire du Conseil pour cet après-midi. L'objet est votre, capacité à diriger. » Élodie et Moreau échangèrent un regard. La guerre silencieuse qui se déroulait dans l'ombre était sur le point de prendre voix. Et maintenant, pour la première fois en 30 ans, Moreau n'était plus seul dans cette bataille. La salle du conseil bruissait de chuchotements et de regards tendus lorsque Moreau entra, ponctuellement à 14 heures.
Camille était déjà en place, entouré d'alliés stratégiquement répartis autour de la table. Ses yeux brillaient d'une confiance presque prédatrice. « Messieurs les conseillers, commença-t-elle, sans attendre les formalités d'usage, j'ai convoqué cette réunion parce que des situations extraordinaires exigent des mesures extraordinaires. » Moreau resta impassible sur son siège, observant le théâtre qui se jouait devant lui. Ses années d'expérience dans les négociations difficiles lui avaient appris que parfois, le silence était la meilleure stratégie. Ces derniers mois, nous avons remarqué des schémas inquiétants dans le comportement de notre PDG, poursuivit Camille, affichant des graphiques à l'écran, les décisions contestables, une résistance à l'innovation et plus récemment, elle marqua une pause dramatique, une relation personnelle avec une employée d'origine douteuse. Un murmure parcourut la salle. Moreau sentit son pouce accélérer mais garda une expression neutre. Camille projeta alors une photo, lui et Élodie en train de discuter dans le jardin de la suite. Cette employée, continua Camille, n'est pas celle qu'elle prétend être. En réalité, une voix calme l'interrompit depuis la porte. Elle est exactement celle que vous devez connaître. Élodie entra dans la salle, ne portant plus l'uniforme de gouvernante, mais un élégant tailleur qui rappelait ses jours en tant que PDG. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Messieurs, commença-t-elle d'une voix claire et ferme, je m'appelle Élodie Laurent, ancienne PDG de Solutions Renault, et je suis ici pour présenter des preuves d'une conspiration qui menace non seulement M. Moreau, mais tout le groupe Montparnasse. » Avec une précision chirurgicale, Élodie commença à présenter des documents et des analyses. Des virements suspects, des contrats trafiqués, un réseau complexe d'opérations qui révélait un schéma bien plus vaste que de simples rivalités d'entreprises. Comme vous pouvez le voir, poursuivit-elle, affichant un graphique complexe, chaque mouvement a été soigneusement planifié pour paraître légitime. Mais lorsque nous analysons les schémas, ses doigts glissèrent sur le clavier avec l'aisance de celle qui était née pour ça. La vérité émerge. Moreau observait fasciné, tandis qu'Élodie démontait pièce par pièce le plan qui avait été ourdi contre lui. Sa précision était impressionnante, son argumentation impeccable. C'était comme voir un maître d'échecs révéler une stratégie gagnante. Camille, pour la première fois, semblait avoir perdu le contrôle de la situation. Son visage passait du rouge au blanc, alors qu'elle tentait désespérément d'interrompre la présentation. « C'est absurde, cette femme est une criminelle condamnée. »« Corrigez-moi si je me trompe, » répondit Élodie avec calme, « mais les seuls crimes commis ici l'ont été par vous et Sophie Renaud. Les mêmes crimes pour lesquels vous avez tenté de m'incriminer il y a 5 ans. » Le conseil était sous le choc. Des documents circulaient de main en main, les chiffres étaient vérifiés et revérifiés. À chaque nouvelle révélation, le château de cartes bâti par Camille s'écroulait un peu plus. Moreau se leva finalement. Son regard croisa celui d'Élodie pendant un bref instant, une communication silencieuse passant entre eux. Puis, il se tourna vers le conseil. « Messieurs, je crois que nous avons beaucoup à discuter. Mais d'abord, il marqua une pause significative, je suggère que nous fassions appel aux autorités compétentes. Nous avons une plainte officielle à déposer. » Alors que la salle éclatait en discussions animées et en appels téléphoniques, urgents, Moreau observa Élodie ranger ses documents avec la même efficacité qu'elle mettait à organiser sa bibliothèque. Il y avait une symétrie poétique dans tout cela, 2 personnes qui avaient tout perdu, trouvant en l'autre non seulement un allié, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun des deux ne s'attendait à retrouver. Là, nuit tombait sur la ville lorsque Moreau et Élodie regagnèrent le penthouse. Le silence entre eux était différent désormais, chargé de vérités révélées et d'autres encore à dire. Élodie se dirigea directement vers la cuisine, dans un geste automatique pour préparer le thé qu'elle savait qu'il aurait besoin après une journée si intense. « Tu n'as plus besoin de faire ça », dit doucement Moreau, l'observant. Depuis l'entrée de la cuisine, Élodie s'arrêta, ses mains tenant toujours la théière en porcelaine. « Je sais, » répondit-elle, poursuivant malgré tout le rituel. « Mais peut-être que j'en ai envie. » L'arôme de camomille remplit la pièce, tandis qu'il s'installait dans le salon, pour la première fois sur un pied d'égalité. La ville scintillait à l'extérieur, un tapis de lumière sous le ciel sombre. « Pourquoi as-tu choisi de travailler justement pour moi »
demanda enfin Moreau, sa voix trahissant une curiosité longtemps contenue. Élodie serra sa tasse entre ses mains comme pour puiser de la force dans sa chaleur. Au début, c'était un hasard. Le service administratif m'a affecté ici. Elle marqua une pause, son regard plongeant dans le sien. Mais quand j'ai découvert qui tu étais, et surtout ta connexion avec Sophie, j'ai décidé de rester. Pour te venger? Pour comprendre, la corrigea-t-elle. Tu étais différent des autres cadres que j'ai rencontrés. Ta douleur, elle était authentique comme la mienne. Moreau se leva, marchant vers la fenêtre. Son reflet dans la vitre révélait un homme bien différent de celui qui s'était si longtemps caché derrière les chiffres et les rapports. « Tu sais ce qui m'intrigue le plus ?» demanda-t-il, toujours de dos. « Comment as-tu réussi à garder ton essence intacte après tout ce que tu as traversé ?» Élodie sourit légèrement. « Qui a dit que je l'avais gardé? Tu m'as vu nettoyer ta maison pendant des mois, Moreau, moi qui ai dirigé l'une des plus grandes entreprises du pays. Et tu l'as fait avec la même dignité dont tu as fait preuve face au conseil aujourd'hui, » se retourna-t-il pour la regarder. « Ce n'est pas une perte d'essence, Élodie, c'est une évolution. » Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone. D'Élodie. À l'écran, un numéro inconnu. Elle répondit, mettant en haut-parleur par précaution. « Impressionnant ton petit spectacle aujourd'hui. Élodie ?» La voix de Sophie résonna, froide et tranchante comme la glace. « Mais tu devrais savoir que j'ai toujours un plan B. » Moreau se rapprocha instinctivement d'Élodie, comme pour la protéger des mots venant du téléphone. « Que veux-tu, Sophie ?» demanda Élodie, d'une voix ferme. « Te proposer une dernière. Chance, 5 millions de dollars. Un billet aller simple pour n'importe où dans le monde et une nouvelle identité. En échange, tu disparais. Maintenant. » Élodie regarda Moreau, ses yeux verts chargés d'une tempête d'émotions. « Et si je refuse? Alors demain, tous les journaux recevront des preuves d'une liaison secrète entre toi et Moreau. Des preuves qui détruiront vos réputations. Après tout, qui ferait confiance à un PDG qui s'implique avec sa domestique? Et à une domestique qui, par coïncidence, a un casier judiciaire. » Le silence qui suivit fut lourd. Moreau fit un pas en avant, prêt à répondre, mais Élodie l'arrêta d'un geste. « Tu sais quelle a été ton plus grande erreur, Sophie ?» demanda Élodie, sa voix étonnamment calme. « Croire que je suis toujours la même personne que tu as détruite il y a des années, que je me soucie encore des titres, du pouvoir ou de la réputation. C'est ta dernière chance, Élodie. »« Non, Sophie, c'est la tienne. » Élodie pressa le bouton pour mettre fin à l'appel, son regard croisant celui de Moreau avec une certitude qui se passait de mots. Cette nuit-là, tandis que la ville dormait, deux âmes marquées par le passé découvrirent que parfois il faut tout perdre pour trouver quelque chose de vrai. Moreau observa Élodie s'endormir sur le canapé, un livre de stratégie d'entreprise encore sur ses genoux. Pour la première fois en 30 ans, il ne vérifia pas l'heure, ne s'inquiéta pas de la routine du lendemain. Il resta simplement là, veillant sur le sommeil de quelqu'un qui, comme lui, avait appris que les plus grandes victoires ne sont pas toujours accompagnées d'applaudissements. Le lendemain matin se leva avec le poids de la menace de Sophie planant sur le penthouse. Moreau trouva Élodie dans la bibliothèque, déjà vêtue d'un tailleur discret, organisant des documents avec la même efficacité que d'habitude. « Pas besoin d'attendre les journaux, » dit-elle sans lever les yeux des papiers. « L'article circule déjà sur les réseaux sociaux. » Moreau alluma son ordinateur et là elles étaient, des photos de lui et d'Élodie à différents moments des derniers mois. Certaines prises dans le penthouse, d'autres au bureau, toutes soigneusement choisies pour suggérer une relation inappropriée. « Les photos ont été manipulées, » fit remarquer Élodie, se penchant sur l'ordinateur. « Regarde les ombres, les angles. Quelqu'un a passé des heures à travailler là-dessus. » Mais ce n'était pas tout. Accompagnant les photos, il y avait un dossier complet sur le passé d'Élodie, des documents confidentiels du procès qui l'avait condamné, le tout présenté de manière à peindre le pire scénario possible. Le téléphone de Moreau ne cessait de sonner. Des messages de conseillers, d'actionnaires, de journalistes, tous demandant une déclaration, une explication, un démenti. « Je vais préparer mes affaires », dit doucement Élodie en commençant à se lever. Moreau la retint d'une main, posée légèrement sur son bras. « Non, Moreau, ta réputation a subi de pires coups, acheva-t-il, un demi-sourire apparaissant sur ses lèvres. Ou as-tu oublié que j'ai été abandonné devant l'hôtel ? » Élodie
regarda surprise par le ton presque enjoué de sa voix. C'était la première fois qu'elle l'entendait évoquer ce jour, sans amertume. De plus, poursuivit-il, j'ai quelque chose que je n'avais pas il y a 30 ans, la vérité, de mon côté. À cet instant, Dupont entra précipitamment dans le bureau. Monsieur, la presse est dans le hall et... Il hésita. Mademoiselle Sophie Renaud est parmi eux. Élodie et Antoine échangèrent un regard. Après tant d'années, Sophie avait enfin décidé de sortir de l'ombre. « Parfait », répondit Antoine en ajustant sa cravate d'un geste familier. « Il est temps d'écrire la fin de cette histoire. » Antoine l'appela Élodie alors, qu'il était déjà à la porte. « Es-tu sûr? Nous pouvons encore trouver une autre issue. » Il se retourna, et pour la première fois en 3 décennies, ses yeux brillèrent d'autre chose que de la froideur calculée qui le caractérisait. « Sais-tu quelle a été ma plus grande erreur, Élodie? Passer 30 ans à me cacher. De toute possibilité d'être blessé à nouveau. J'ai bâti un empire, mais je vivais dans un désert émotionnel. » Élodie s'approcha, arrangeant sa cravate avec le même soin qu'elle mettait à ranger ses livres. « Et maintenant? C'est maintenant ?» Il sourit, un sourire authentique qui transforma son visage. « Maintenant, j'ai découvert que certaines choses valent le risque, certaines personnes valent le risque. » Le moment fut interrompu par une nouvelle notification urgente. Sur l'écran du téléphone, les titres commençaient à défiler. Scandale au groupe Montparnasse. Le PDG impliqué avec une ancienne. Cadre condamné. L'amour interdit qui a secoué la finance. Élodie observa les notifications se multiplier, une sensation familière de déjà-vu l'envahissant. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle n'était pas seule, et surtout, cette fois, elle n'avait plus rien à perdre, parce qu'elle avait trouvé quelque chose qui valait bien plus qu'un empire. Le hall de la tour Montparnasse grouillait sous l'afflux de journalistes. Les flashs crépitaient sans relâche lorsque Antoine et Élodie émergèrent de l'ascenseur côte à côte. Au cœur du tumulte, Sophie Renaud se distinguait dans un élégant ensemble rouge, son sourire aussi tranchant qu'une lame. « Antoine », murmura-t-elle, utilisant son prénom avec une familiarité étudiée. « Quel long moment. Je vois que ton goût pour les employés dévoués reste le même. » Moreau sentit Élodie se raidir légèrement à ses côtés, mais sa posture demeura impeccable. Des années d'expérience en entreprise leur avaient appris que les plus grandes batailles se gagnent en gardant son sang-froid. « Sophie », répondit-il d'une voix parfaitement maîtrisée. « 30 ans, et tu as encore besoin d'un public pour tes performances. » Le sourire de Sophie vacilla un instant. Ce n'était pas la réaction qu'elle attendait, pas de la part de l'homme qui s'était muré dans une forteresse émotionnelle après son abandon. « Je viens faire une annonce », déclara. « Sophie », élevant la voix pour s'assurer que tous les journalistes présents puissent l'entendre. « En tant qu'actionnaire majoritaire individuel du groupe Montparnasse, je demande formellement une assemblée générale extraordinaire pour voter une nouvelle direction. » Un murmure parcourut la foule. Élodie s'avança, sa présence captant immédiatement l'attention. « Un timing intéressant, Sophie, » commenta-t-elle, sa voix chargée d'une calme mortelle. « Surtout quand on sait que nous venons de découvrir les transferts irréguliers vers tes sociétés offshore. » Sophie pâlit légèrement, mais conserva son sourire. « Attention à tes accusations, Élodie. Ta crédibilité n'est pas exactement inébranlable. » « Non, » concéda Élodie, à la surprise générale. « Elle ne l'est pas. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai appris à mes dépens que la réputation n'est pas tout. Parfois, il faut tout perdre pour voir ce qui compte vraiment. » Moreau observait l'échange, admirant la force tranquille qui émanait d'Élodie. Il ne restait plus trace de la gouvernante discrète. Devant lui se tenait l'exécutive brillante qu'elle avait toujours été, utilisant sa propre chute comme bouclier. « Messieurs de la presse », prit la parole Moreau, sa voix tranchant le silence qui suivit, « j'ai une annonce plus intéressante que celle de mademoiselle Renaud. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Sophie plissa les yeux, sentant le contrôle de la situation lui échapper. « Le groupe Montparnasse connaît une restructuration, oui, mais pas celle que vous imaginez. » Il marqua une pause calculée. « Nous créons une nouvelle division de conformité et de gouvernance d'entreprise, et j'ai le plaisir d'annoncer sa première directrice, Élodie Laurent. » La bombe venait d'être lâchée. Les flashs crépitèrent frénétiquement, capturant l'expression choquée de Sophie, le sourire serein d'Élodie, la posture confiante d'Antoine. « Vous ne pouvez pas faire ça, »
siffla Sophie, perdant son calme. « C'est une criminelle condamnée. »« Non, Sophie, » intervint Élodie avec douceur. « Je suis une dirigeante injustement accusée, et j'en ai la preuve. » De la poche de son blazer, Élodie sortit une clé USB. « Voici la véritable histoire de ma condamnation. Y compris vos emails et ceux de Mademoiselle Dubois complotant ma chute. Fascinant comme certaines personnes ne suppriment jamais leur conspiration, n'est-ce pas ?» Le visage de Sophie perdit toute couleur. Son empire de mensonges, bâti pendant des décennies, commençait à s'effondrer. « Mesdames et messieurs les journalistes, » poursuivit Élodie d'une voix claire et ferme, « vous vouliez une histoire? En voici une bien meilleure qu'une prétendue romance scandaleuse. C'est une histoire de pouvoir, de trahison et de rédemption. Et le meilleur? » Elle sourit, un sourire chargé d'années d'attente patiente. Chaque mot est vrai. Antoine observait, émerveillé, tandis qu'Élodie maîtrisait la narration avec brio. Elle ne se défendait pas seulement, elle réécrivait son histoire, transformant ses cicatrices en médailles d'honneur. À cet instant, sous les éclairs des flashs et le bourdonnement de la presse, quelque chose changea irrévocablement. Ce n'était pas seulement une bataille d'entreprise qui était gagnée. C'était l'histoire de deux personnes qui, à travers les blessures du passé, avaient trouvé la force l'une dans l'autre pour affronter non seulement leurs ennemis, mais aussi leurs propres peurs. Le soir tombait sur la ville lorsque Antoine et Élodie regagnèrent enfin le Penthouse, épuisés mais victorieux. Le scandale s'était transformé en quelque chose de très différent de ce que Sophie avait prévu. Au lieu d'une histoire d'amour interdit, les journaux parlaient désormais d'un complot d'entreprise démasqué. « Un thé ?» proposa Élodie, se dirigeant déjà vers la cuisine par habitude. « À vrai dire, » l'arrêta doucement Antoine, « et si nous dînions dehors ce soir, je crois que nous méritons une célébration digne de ce nom. » Élodie s'arrêta surprise par l'invitation. C'était la première fois qu'il suggérait quelque chose comme ça, un moment purement social, sans la protection des murs du penthouse ou du bureau. « Tu es sûr? La presse doit encore être en émoi. » Antoine sourit, un geste qui lui devenait de plus en plus naturel. « Laisse-les parler. Nous n'avons plus rien à cacher, n'est-ce pas ?» 1 heure plus tard, ils étaient assis dans un restaurant discret au dernier étage d'un bâtiment historique. La vue sur la ville était à couper le souffle, les lumières scintillant comme des étoiles terrestres. « Tu sais, » commenta Élodie en parcourant le menu, « c'est la première fois en 5 ans que je n'ai pas besoin de vérifier le prix avant de choisir un plat. » Cette confidence, faite avec un mélange d'humour et de vulnérabilité, toucha Antoine profondément. Cette femme, qui avait autrefois dirigé l'une des plus grandes entreprises du pays, s'était adaptée à une vie de restriction sans perdre sa dignité. « Comment as-tu fait ?» demanda-t-il doucement. « Rester intact après tout ça ?» Élodie posa le menu, ses yeux rencontrant les siens. « J'ai appris que l'intégrité n'a pas de prix. Quand Sophie et Camille m'ont trahi, elles m'ont offert le même marché qu'elles. Ont tenté aujourd'hui de l'argent et une nouvelle identité en échange de mon silence. Et tu as refusé, tout comme j'ai refusé aujourd'hui, confirma-t-elle. Certaines choses ne peuvent pas être achetées ou vendues, Antoine. Certaines vérités doivent être dites, quel qu'en soit le prix. » Le serveur apporta une bouteille. Ça devint rouge, servant les verres avec une précision professionnelle. Antoine leva le sien dans un toast silencieux. « À la vérité, » proposa-t-il. « À la vérité, » approuva-t-elle, un sourire doux aux lèvres. « Et aux secondes chances. » Le dîner se déroula dans une atmosphère d'intimité confortable, comme si tous deux pouvaient enfin baisser toute leur garde. Ils parlèrent du passé, des années de solitude auto-imposée de sa part, de sa lutte silencieuse pour reconstruire sa vie. « Tu as changé ma vie, tu le sais, » avoua Antoine après le dessert, « pas seulement pour les combines que tu as révélées, mais pour m'avoir fait me souvenir de qui j'étais avant d'ériger tous ces murs. » Élodie l'observa avec tendresse. « Et tu m'as rendu quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais, la certitude qu'il existe encore des personnes pour qui cela vaut la peine de se battre. » Dehors, quelques photographes tenaces immortalisaient ce moment. Mais pour la première fois de leur vie, ni Moreau ni Élodie ne se soucièrent des apparences. Ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que la réputation ou le pouvoir, une compréhension mutuelle, du respect, et peut-être même quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. De retour dans le Penthouse,
Élodie s'arrêta devant la porte de l'ascenseur. Je pense que je n'ai plus besoin de prétendre être simplement ta gouvernante. Moreau prit sa main, un geste simple mais lourd de sens. Tu n'as jamais été simplement ma gouvernante, Élodie. Tu as été mon éveil. Le silence, qui suivit, était différent de tous ceux qu'ils avaient repartagés auparavant. Ce n'était plus le silence des secrets gardés ou des douleurs cachées. C'était le silence de deux personnes qui, après des décennies de solitude, avaient enfin trouvé leur havre de paix. Le matin apporta une nouvelle énergie dans les bureaux du groupe Montparnasse. La nomination d'Élodie comme directrice de la conformité résonnait dans les couloirs, suscitant des réactions diverses. Certains employés plus anciens chuchotaient dans les coins, tandis que d'autres affichaient un enthousiasme sincère face à ce changement. Élodie organisait son nouveau bureau, appliquant la même efficacité dont elle faisait preuve dans le penthouse à cet environnement professionnel. Ses mains habiles rangeaient dossiers et documents, tandis que son esprit élaborait déjà des stratégies pour la restructuration à venir. Ta première réunion en tant que directrice commence. Dans 15 minutes, annonça Moreau depuis la porte, la regardant avec un mélange d'admiration et de fierté. Stressée ? Demanda-t-elle avec un léger sourire, percevant sa présence sans avoir besoin de se retourner. Curieux, le corrigea-t-il. C'est la première fois en 30 ans que je fais pleinement confiance à quelqu'un pour mener un changement d'une telle ampleur. Élodie se retourna enfin pour le regarder. Et c'est la première fois en 5 ans que quelqu'un me fait confiance pour diriger quoi que ce soit. La salle de réunion était comble. Les cadres de toutes les divisions du groupe prenaient place, certains manifestement mal à l'aise en présence d'Élodie. Camille Dubois, notoirement, était absente. Un congé maladie opportun la tenait à l'écart des projecteurs. « Messieurs », commença Élodie, sa voix claire et assurée résonnant dans la pièce. Le groupe Montparnasse s'apprête à vivre la plus grande transformation de son histoire. Pas seulement dans sa structure, mais dans ses valeurs. Elle projeta une série de graphiques à l'écran, mettant en évidence des schémas d'inefficacité et des points de vulnérabilité potentiels dans le système actuel. Sa présentation était précise, professionnelle, sans aucune trace de l'amertume qu'elle aurait pu nourrir après des années d'injustice. Notre première mesure sera la mise en place d'un système d'audit transparent, poursuivit-elle. Chaque décision, chaque transaction, chaque mouvement financier sera traçable et vérifiable. Un des directeurs les plus anciens s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Cela ne va pas. Ralentir les processus ? Initialement, oui, répondit Élodie avec franchise. Mais la transparence n'est pas qu'une question d'éthique. C'est un avantage concurrentiel. Nos investisseurs et clients valorisent la sécurité autant que le profit. Moreau observait depuis le bout de la table, impressionné par la façon dont elle menait la réunion. Il n'y avait aucune trace de la gouvernante discrète. C'était l'exécutive brillante que Sophie et Camille avaient tenté de détruire, renaissant des cendres de sa propre chute. Mais le changement le plus important, poursuivit Élodie, ne réside pas dans les processus ou les systèmes, il est dans la culture. Pendant des années, ce groupe a fonctionné sur le principe du secret absolu. Aujourd'hui, je propose quelque chose de différent, la transparence radicale. Un murmure parcourut la salle. Élodie attendit que le calme revienne avant de continuer. Chacun d'entre vous recevra un rapport détaillé des incohérences relevées dans son domaine, non comme une accusation, mais comme une opportunité de correction. Ceux qui choisiront de collaborer avec la nouvelle politique de transparence bénéficieront de mon soutien total pour mettre en œuvre les changements nécessaires. Le message subliminal était clair, coopérez ou partez. Mais il y avait autre chose dans son approche, une offre sincère de rédemption pour ceux qui, comme elle, méritaient une seconde chance. Après la réunion, Moreau la retrouva dans son bureau en train de ranger les notes de sa présentation. « Vous avez été brillante », commenta-t-il en refermant la porte derrière lui. « J'ai simplement fait ce qui devait être fait », répondit-elle modestement. « Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. » Moreau s'approcha, son regard croisant le sien avec une intensité nouvelle. « Vous savez ce que j'admire le plus chez vous, Élodie ? Votre capacité à transformer la douleur en une raison d'agir. » Elle sourit, un sourire chargé d'années de lutte et d'apprentissage. Parfois, les plus grandes bénédictions se cachent sous des tragédies. Si Sophie ne m'avait pas trahi,
je n'aurais jamais découvert ma vraie force. Si vous n'aviez pas été abandonné, nous ne serions pas là aujourd'hui, acheva-t-il doucement. Le moment fut interrompu par un coup à la porte. C'était Dupont, portant une chemise urgente. Mademoiselle Laurent, nous avons trouvé quelque chose dans les archives anciennes. Que vous devez voir. Élodie ouvrit la chemise, ses yeux s'écarquillant légèrement à la lecture de son contenu. Moreau, appela-t-elle, d'une voix tendue. Je crois que nous avons découvert la vraie raison pour laquelle Sophie vous a quitté il y a 30 ans. Le bureau fut plongé dans un silence épais, tandis qu'Élodie étalait les documents sur la table. C'étaient de vieux registres. Certains jaunis par le temps, d'autres préservés uniquement sur des microfilms que Dupont avait numérisés au fil des années. « Regardez ceci », indiqua Élodie, en montrant une série de virements bancaires datant d'1 mois avant le mariage annulé. Sophie détournait de l'argent de l'entreprise avant même votre mariage. Mais ce n'était pas tout. Moreau se pencha sur les papiers, son visage se durcissant en reconnaissant certains motifs. Ces virements, ils ont été effectués sur un compte au nom de mon père. Exactement, confirma doucement Élodie. Votre père collaborait avec elle. En réalité, c'est lui qui a orchestré tout le plan. La révélation frappa Moreau comme un coup physique. Son père, décédé il y a 15 ans, avait toujours été son modèle d'intégrité dans les affaires. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le plan était simple, poursuivit Élodie d'une voix douce mais ferme. Sophie devait vous épouser, obtenant ainsi un accès direct à la présidence du groupe. Votre père recevrait un pourcentage significatif des actions, en échange de faciliter le transfert de pouvoir. Mais elle ne m'a pas épousé, murmura Moreau, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Parce qu'elle a trouvé mieux, compléta Élodie. Camille avait découvert un moyen de prendre le contrôle sans avoir besoin du mariage. Quelque chose impliquant une clause obscure dans le testament de votre grand-père. Moreau s'éloigna de la table, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait en dessous, indifférente aux révélations qui bouleversaient son monde. 30 ans, dit-il enfin, j'ai passé 30 ans à me blâmer, à croire que quelque chose n'allait pas chez moi, alors qu'en réalité, vous n'étiez qu'une pièce dans un jeu bien plus grand, compléta Élodie s'approchant de lui, tout comme je l'ai été, des années plus tard. Il se tourna pour la regarder, ses yeux rencontrant une compréhension dans les siens. Comment as-tu supporté savoir que des personnes en qui tu avais confiance avaient planifié ta perte? Élodie sourit doucement. J'ai appris que la confiance ne se donne pas aveuglément à tout le monde. C'est quelque chose qui se construit jour après jour avec ceux qui prouvent leur valeur non par des mots mais par des actes. Antoine lui prit la main, un geste qui devenait de plus en plus naturel entre eux. Comme tu l'as fait depuis ton premier jour ici. Et comme toi, quand tu as choisi de me faire confiance, malgré ceux qui te mettaient en garde. Le moment fut interrompu par une notification sur le téléphone d'Élodie. C'était un email d'un des auditeurs, rapportant de nouvelles découvertes sur le stratagème de Sophie et Camille. « Elles ne lâcheront pas facilement », commenta Élodie en lisant le message. « Surtout maintenant qu'elles savent que nous sommes proches de tout révéler. »« Je ne m'attendais pas à ce qu'elles abandonnent », répondit Antoine, une nouvelle détermination dans la voix. « Mais pour la première fois en 30 ans, je ne me bats plus seul. » Élodie serra sa main en réponse. C'était vrai, ils n'étaient plus seuls. Ils avaient retrouvé en l'autre non seulement un allié dans cette bataille corporative, mais un compagnon de route, quelqu'un qui comprenait la douleur de la trahison et la force nécessaire pour se relever. « Antoine », appela-t-elle doucement, « il y a autre chose que tu dois voir dans ces documents. » Il se tourna vers le bureau, où Élodie désignait un dossier encore fermé. « Qu'est-ce que c'est ?»« La preuve ultime que ton père a eu des remords à la fin, » répondit-elle. « Une confession ?»« Complète, écrite quelques jours avant sa mort, détaillant toute l'affaire et implorant ton pardon. » Antoine fixa le dossier, son cœur battant la chamade. À l'intérieur ne se trouvait pas seulement la vérité sur son passé, mais aussi la clé de son avenir. Un avenir où les secrets ne l'emprisonneraient plus, où la confiance ne serait plus sa plus grande faiblesse, mais sa plus grande force. La confession du père d'Antoine résonna dans les couloirs du pouvoir comme un séisme silencieux. À chaque page lue, chaque révélation assimilée, un nouvel aspect de la conspiration émergeait. Le document détaillait non seulement le plan initial avec Sophie, mais exposait aussi un réseau complexe de manipulations s'étalant sur des décennies.
Il a tout consigné, remarqua Élodie en organisant les pages chronologiquement. Chaque réunion, chaque accord, chaque menace. Antoine était assis dans son fauteuil, un verre d'eau intact à ses côtés. Son expression mêlait douleur et compréhension tardive. Il savait qu'un jour je découvrirais tout. Cette confession, ce n'était pas juste une demande de pardon, c'était un avertissement. Élodie interrompit ce qu'elle faisait, lui accordant toute son attention. Un avertissement sur quoi? Sur Sophie. Sur la façon dont elle n'abandonnerait jamais vraiment le contrôle du groupe. Il se leva, se dirigeant vers son bureau. « Regarde cette partie ici. Sophie n'est pas seulement ambitieuse, elle est obsessionnelle. Le mariage n'était qu'un de ses nombreux plans. » Le téléphone d'Élodie vibra. Un message de l'un des enquêteurs qu'elle avait engagé. Son visage pâlit légèrement à la lecture du contenu. « Moreau !» appela-t-elle, la voix tendue. « Sophie vient de convoquer une conférence de presse pour demain. Et le sujet, c'est toi. » Il saisit son portable, lisant le message. La conférence était prévue à 10 heures, dans l'auditorium principal de l'hôtel Renault. Un choix clairement calculé pour démontrer son pouvoir. « Elle va essayer d'utiliser la confession de mon père contre nous, conclut-il, son esprit évaluant déjà les possibilités. Elle en a probablement une copie depuis des années, attendant le bon moment. » Élodie s'approcha, lui touchant doucement le bras. Mais elle n'a pas toute l'histoire. Elle ignore que nous avons trouvé les relevés de transfert, les preuves. De la manipulation du testament. Ce n'est pas tout. Une nouvelle voix retentit à la porte. C'était Dupont portant une chemise rouge. « Messieurs, je crois que j'ai trouvé quelque chose qui change tout. » À l'intérieur de la chemise se trouvait une série de vieilles lettres, échangées entre le père de Moreau et Sophie. La correspondance révélait un aspect encore plus sombre de l'histoire. Sophie avait fait chanter son père, utilisant des informations compromettantes sur d'anciennes affaires familiales. « Alors ce n'était pas que de l'ambition, » murmura Moreau, ses mains tremblant légèrement en tenant les lettres. « C'était de la vengeance, contre ma famille, contre tout ce que nous représentions. » Élodie prit les lettres, ses yeux experts, parcourant rapidement le contenu. Cela explique pourquoi elle a choisi Camille comme alliée. Ce n'était pas seulement pour ses compétences. C'est parce qu'elle avait accès aux anciennes archives de l'entreprise, compléta Moreau. En tant qu'assistante de direction à l'époque, elle pouvait consulter des documents inaccessibles aux autres. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'implications. Des décennies de mensonges, de trahisons et de manipulations refaisaient enfin surface, révélant une réalité bien plus complexe que quiconque aurait pu l'imaginer. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Dupont, sa loyauté de longue date évidente dans l'inquiétude de sa voix. Moreau regarda Élodie, retrouvant dans ses yeux la même détermination qu'il sentait grandir en lui. « Allons à la conférence, » déclara-t-il. « Mais pas en spectateur. »« Tu en es sûr ?» questionna Élodie, non par doute mais par préoccupation. « Exposer tout cela publiquement, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Je ne veux pas revenir en arrière, » répondit-il d'une voix ferme. « J'ai passé 30 ans à vivre dans l'ombre du passé. Il est temps de tout mettre en lumière. » Élodie sourit, un sourire mêlant fierté et tendresse. « Alors préparons notre propre présentation. Sophie veut utiliser les aveux de son père. Très bien. Mais nous montrerons l'histoire dans son intégralité. » Ils travaillèrent toute la nuit, organisant les documents, préparant les présentations, construisant un récit qui non seulement les défendait des accusations de Sophie, mais exposait la vérité dans son ensemble. Ce n'était plus une bataille pour le pouvoir ou le contrôle, c'était un combat pour la vérité, pour la rédemption, pour la chance de refermer enfin de vieilles blessures. À l'aube, tandis que les derniers détails étaient ajustés, Moreau trouva Élodie endormie sur une pile de documents. Avec précaution, il couvrit ses épaules de sa veste, s'accordant un moment de contemplation. En moins de 24 heures, tout changerait à nouveau. Mais cette fois, il était prêt. Cette fois, il n'était plus seul. La salle de conférence de l'hôtel Renault était comble lorsque Moreau et Élodie arrivèrent. Journalistes, dirigeants et curieux s'entassaient, créant un bourdonnement anxieux. Sur l'estrade, Sophie avait déjà pris place, radieuse dans un tailleur rouge sang, Camille à ses côtés telle une ombre fidèle. « Tous les documents sont-ils organisés ?» demanda Élodie à Dupont, qui coordonnait une petite équipe technique en coulisses. « Oui, madame.
y compris les projections et les copies pour la presse. Moreau ajusta sa cravate, bleu foncé, la même qu'il portait le jour où il avait rencontré Élodie. C'était un petit détail, mais significatif. « Vous n'êtes pas obligé de faire cela, » lui dit-il doucement. « Votre réputation est enfin en train de se rétablir. » Élodie l'interrompit d'un léger toucher sur le bras. « Ma réputation est moins importante que la vérité. De plus, » ajouta-t-elle avec un sourire, « certaines personnes valent le risque. » Sur scène, Sophie commençait son spectacle. Sa voix mélodieuse résonnait dans l'auditorium, tandis qu'elle peignait un tableau savamment dramatique, l'Empire Montparnasse, la trahison familiale, la confession du patriarche. Le public était hypnotisé. « Et maintenant » annonça Sophie avec une touche théâtrale. « J'ai ici la preuve définitive de la corruption qui imprègne le groupe Montparnasse depuis sa fondation. » Elle brandit une enveloppe scellée, ses yeux brillants d'un triomphe anticipé. C'est à ce moment-là que Moreau se leva, Élodie à ses côtés. « Intéressant que vous mentionniez la corruption, Sophie. » Sa voix forte brisa le silence. « Pourquoi ne pas raconter à tous vos propres manipulations ?» Sophie se figea, son sourire vacillant un instant. « Antoine, mon cher, je ne pense pas que ce soit le moment. »« C'est exactement le moment, » intervint Élodie, sa présence captant immédiatement l'attention. « Messieurs de la presse, vous êtes venus ici en espérant un scandale, et vous en aurez un, mais pas celui que vous imaginiez. » Dupont activa le projecteur, et les premières images apparurent. Virements bancaires, lettres compromettantes, preuves de chantage. À chaque nouvelle révélation, le visage de Sophie perdait un peu plus de couleur. « Vous pensiez avoir toutes les cartes en main, » poursuivit Moreau en montant sur scène. « Mais mon père n'a pas laissé qu'une confession. Il a laissé un dossier complet de vos activités. Y compris, marqua-t-il une pause significative, vos accords avec Sophie Renaud. » Camille tenta d'intervenir, mais Élodie fut plus rapide. « Ah, mademoiselle Dubois, ne vous inquiétez pas. Nous avons un chapitre spécial sur votre rôle dans cette histoire, vous aussi. » D'autres documents apparurent à l'écran, révélant l'implication de Camille dans la conspiration, tant dans la chute d'Élodie des années auparavant que dans les récentes manipulations contre Moreau. L'auditorium était maintenant un chaos de flashs et de voix exaltées. Les journalistes lancèrent des questions. Les cadres chuchotaient avec fureur, certains passant déjà des appels urgents à leurs avocats. « Vous ne pouvez rien prouver » cria Sophie, sa contenance finalement brisée. « En réalité, » répondit Élodie avec calme, « nous pouvons tout prouver. Chaque document a été authentifié, chaque virement tracé, chaque communication vérifiée. » Moreau s'approcha de Sophie, sa voix basse mais claire. « Tu m'as appris une leçon précieuse il y a 30 ans, Sophie. Tu m'as appris à ne plus jamais faire aveuglément confiance. » Mais, Élodie, il jeta un regard affectueux à sa partenaire, m'a appris quelque chose d'encore plus important, à faire confiance aux bonnes personnes. Le moment fut interrompu par une agitation à l'entrée de l'auditorium. Des policiers fédéraux et des agents de la Commission des valeurs mobilières avançaient en formation ordonnée. « Ah oui, » commenta Élodie avec désinvolture. « J'ai oublié de mentionner, toutes les preuves ont déjà été transmises aux autorités compétentes. Elles attendaient simplement notre présentation pour agir. » Sophie et Camille furent escortées hors de l'auditorium, leurs expressions mêlant choc et fureur impuissante. La presse était en extase, capturant chaque instant de ce spectacle inattendu. Plus tard, lorsque le tumulte s'était apaisé et que les derniers journalistes étaient enfin partis, Moreau et Élodie restèrent dans l'auditorium vide. Le descend des silence entre eux était confortable, chargé de promesses non dites. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle, rangeant distraitement les derniers dossiers. Moreau sourit, un sourire qui atteignait ses yeux, chose rare jusqu'à quelques semaines auparavant. « Maintenant nous recommençons, sans secret, sans armure. »« Sans peur » taquina doucement Élodie. « Avec le bon type de peur, » la corrigea-t-il, prenant sa main. « La peur qui nous fait grandir, pas celle qui nous paralyse. » Une semaine après l'affrontement à l'hôtel Renaud, le groupe Montparnasse respirait un air nouveau. Les couloirs autrefois tendus vibraient désormais d'une énergie différente. Les employés qui s'étaient tus pendant des années commençaient à s'exprimer, partageant des informations sur des irrégularités passées dont ils avaient été témoins. Élodie coordonnait personnellement chaque enquête depuis son nouveau bureau, transformé en centre opérationnel pour
Restructuration du groupe. Son bureau, autrefois encombré de rapports financiers, était maintenant couvert de témoignages, de documents et de preuves permettant de retracer des années de mauvaise gestion. 3 autres cadres ont demandé « à nous parler », annonça Dupont en entrant dans la pièce avec une nouvelle pile de documents. Apparemment, ils ont tous des informations sur les combines de Camille. « L'effet domino que nous attendions », commenta Élodie, sans lever les yeux des dossiers qu'elle examinait. Quand un système corrompu commence à s'effondrer, les gens trouvent enfin le courage de parler. Moreau observait depuis la porte, admirant la façon dont elle menait tout cela avec un mélange unique de fermeté et de compassion. Pour chaque dénonciation reçue, Élodie offrait non seulement une écoute, mais aussi une voie vers la rédemption. « Vous créez quelque chose d'extraordinaire ici », remarqua-t-il en pénétrant enfin dans la pièce. Élodie leva les yeux, un sourire doux aux lèvres. « Nous créons », corrigea-t-elle. « Chaque décision, chaque changement bénéficie de votre soutien total. Cela fait toute la différence. » Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, dessinant un jeu d'ombres et de lumière qui lui rappelait ses premiers jours dans le penthouse. Comme tout avait changé depuis. « J'ai reçu une lettre intéressante aujourd'hui, » fit Moreau en s'asseyant face à elle, « du conseil pénitentiaire. » Élodie interrompit son travail, toute son attention désormais rivée sur lui. « Sophie demande un accord de collaboration, » poursuivit-il. « Elle propose de révéler des combines qui remontent à des décennies. Et que comptez-vous faire ?» Moreau sourit, un sourire empreint de sagesse et de sérénité. « J'y ai longuement réfléchi, au cycle de vengeance et de pardon, à la manière dont nous choisissons de soigner nos blessures. » Élodie tendit la main vers lui, effleurant la sienne avec douceur. « Et alors ?»« Et j'ai décidé d'accepter sa collaboration, » répondit-il. « Pas pour elle, mais pour nous, pour tous ceux qui ont été victimes de ces combines au fil des années. La vérité doit éclater pour que nous puissions vraiment reconstruire. » La fierté dans le regard d'Élodie était palpable. « Vous avez vraiment changé, Moreau. »« Nous avons tous changé, » répliqua-t-il en serrant légèrement sa main. « Vous m'avez appris que la transformation n'est pas une faiblesse, c'est une évolution. » Un jeune stagiaire vint interrompre ce moment, apportant les derniers rapports de la journée. En organisant les documents, Élodie remarqua quelque chose d'intéressant. « Regardez ça !» Appela-t-elle Moreau. « Les employés s'organisent. Ils ont créé un comité d'éthique indépendant de leur propre initiative. Le changement que nous voulions voir se produit naturellement, observa-t-il. Les gens avaient juste besoin d'espace et de confiance pour faire ce qui est juste. » Le téléphone sonna. C'était le service de presse. Les actions du groupe Montparnasse avaient considérablement augmenté après l'annonce des nouvelles politiques de transparence. Le marché apparemment valorisait davantage l'honnêteté que les manœuvres obscures d'autrefois. À la fin de la journée, tandis que le soleil se couchait à l'horizon, Élodie et Moreau se promenaient dans le jardin de la terrasse. L'espace, qui n'était autrefois qu'un refuge contre la solitude, était désormais devenu un lieu de rencontre, de planification, de rêves partagés. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Élodie, observant la ville en contrebas. « La capacité des gens à recommencer, à se réinventer, quand on leur donne une vraie chance. » Moreau la regarda, son cœur débordant d'un sentiment qu'il ne pouvait plus, ni ne voulait, contenir. « Comme nous l'avons fait. »« Comme nous l'avons fait, » acquiesça-t-elle, son sourire illuminant le crépuscule, « et nous continuons de le faire. » À cet instant, entourés par le jardin qui avait été témoin de tant de changements, ils comprirent tous deux que la véritable reconstruction ne résidait pas seulement dans les documents, les rapports ou les politiques d'entreprise. Elle était là, dans l'espace entre deux cœurs, qui avaient appris à se faire confiance à nouveau, à rêver à nouveau, à aimer à nouveau. La transformation du groupe Montparnasse n'était pas passée inaperçue sur le marché. En seulement 3 mois, le modèle de gestion transparente mis en place par Élodie était devenu une étude de cas dans les grandes écoles de commerce. Des entreprises de tout le pays envoyaient des représentants pour découvrir ce nouveau système. Par une matinée particulièrement chargée, Élodie dirigeait une présentation pour des dirigeants visiteurs dans l'auditorium principal. Sa présence sur scène était magnétique, alliant l'expérience d'une PDG à l'humilité de celle qui avait connu tant de sommets que de vallées. Le vrai changement, expliquait-elle, ne réside pas dans les processus ou les technologies, il est dans les gens.
dans la façon dont nous choisissons de traiter chaque individu comme une partie essentielle de la solution et non du problème. Moreau, assis discrètement au dernier rang, regardait avec admiration. Chacun de ses mots portait le poids de l'expérience vécue. Chaque geste transmettait la confiance de celle qui avait enfin trouvé sa véritable raison d'être. Après la présentation, alors que les visiteurs partaient impressionnés, il la trouva en train de ranger ses notes. Brillant, comme toujours. C'est, complimenta-t-il en s'approchant. Je partage simplement ce que j'ai appris, répondit-elle avec modestie. Avec toi aussi. Avec moi? Oui, répondit Élodie en souriant tout en rangeant ses documents. Tu m'as montré que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, qu'il faut parfois laisser tomber nos armures pour vraiment grandir. Antoine lui prit la main, un geste désormais naturel entre eux. Et toi, tu m'as appris que faire confiance ne signifie pas perdre le contrôle. Parfois, c'est trouver un meilleur équilibre. Le moment fut interrompu par Dupont, qui entra précipitamment avec des nouvelles importantes. L'autorité des marchés financiers avait approuvé le nouveau modèle de gouvernance du groupe, le positionnant comme une référence sur le marché. Et ce n'est pas tout, poursuivit Dupont, à peine capable de contenir son enthousiasme. Le programme de réinsertion professionnelle que vous avez créé pour les cadres ayant dénoncé d'anciens schémas frauduleux est maintenant reproduit par d'autres entreprises. Élodie et Antoine échangèrent un regard fier. Le programme avait été son idée, offrir une seconde chance aux professionnels qui, comme elle, avaient été victimes ou participants involontaires de systèmes corrompus. « Je crois qu'il est temps », murmura Antoine doucement. Élodie le regarda intrigué. « Tant pourquoi ?»« D'officialiser certains changements, » répondit-il en la guidant vers la fenêtre qui donnait sur la ville. « Élodie, tu as transformé non seulement le groupe Montparnasse, mais toute ma vie. Je ne veux plus que tu sois simplement notre directrice de conformité. » Son cœur s'accéléra, devinant ce qui allait suivre. « Je veux que tu sois ma partenaire, » continua-t-il, « pas seulement dans les affaires, mais dans la vie, en tout. » Les yeux d'Élodie brillèrent d'une émotion contenue. « Tu en es sûr? Cela fera plus parler que toutes les décisions que nous avons prises jusqu'ici. » « Absolument, » sourit Antoine, avec ce sourire qui lui venait désormais si souvent. D'ailleurs, depuis quand nous soucions-nous des commentaires? Son rire résonna dans la pièce, léger et sincère. « Je n'aurais jamais imaginé ce premier jour où je suis devenue ta gouvernante, que nous arriverions ici. »« Moi non plus, » admit-il. « Mais maintenant, je ne vois pas d'autre chemin possible. » Le soleil de l'après-midi baignait la ville, créant des reflets dorés sur les immeubles de verre. C'était un nouveau jour, un nouveau départ, un de plus parmi tant d'autres qu'ils avaient partagés ces derniers mois. « Alors » demanda-t-il, « tu acceptes ?» Élodie le regarda, ses yeux verts débordant de certitude. « J'accepte. Tous les défis, toutes les aventures, tous les recommencements. » À cet instant, tandis que le monde des affaires continuait son rythme effréné, deux personnes qui avaient connu les sommets les plus hauts et les chutes les plus profondes trouvaient quelque chose de plus précieux qu'un empire. La certitude. Qu'ensemble, ils pourraient affronter toute tempête, bâtir tous les rêves, transformer toute réalité. L'automne peignait la ville de tons dorés lorsque le groupe Montparnasse annonça sa plus grande transformation à ce jour. Dans l'auditorium principal, bondé de journalistes et de cadres du secteur, Moreau et Élodie présentèrent le projet qu'ils développaient en secret depuis des mois. L'Institut Montparnasse de développement professionnel, annonça Moreau, sa voix chargée d'une émotion contenue, sera un centre de formation et de réinsertion pour les professionnels qui, comme beaucoup d'entre nous, ont besoin d'une seconde chance. Élodie prit le relais, projetant les images du concept architectural. Un bâtiment moderne, aux espaces vastes et transparents, symbolisant l'ère nouvelle qu'il construisait. Cet institut ne sera pas qu'un centre de formation, expliqua-t-elle, les yeux brillants de passion. Ce sera un lieu de transformation, où les expériences douloureuses deviennent sagesse, où les erreurs du passé se muent en leçons pour l'avenir. Le projet était ambitieux, mentorat, cours d'éthique professionnelle, soutien psychologique et surtout de réelles opportunités de rebondir. Chaque détail avait été pensé à partir de leurs expériences personnelles. Et surtout, poursuivit Moreau, l'Institut sera géré par un conseil indépendant,
composé de professionnels ayant vécu leurs propres histoires de chute et de rédemption. Au premier rang, Dupont souriait, fier. Il ferait partie de ce conseil, sa loyauté et son intégrité enfin officiellement reconnues. Après la présentation, tandis que les journalistes se dispersaient, Élodie retrouva Moreau dans le jardin de la terrasse, leur lieu favori pour les réflexions importantes. « Tu sais ce qui m'émeut le plus dans ce projet ?» demanda-t-elle en regardant le coucher de soleil. « Comment nous transformons nos cicatrices en ponts pour les autres ?» Moreau s'approcha, entourant ses épaules avec tendresse. « C'est toi qui m'as appris ça, tu te souviens, que nos histoires les plus douloureuses peuvent être précisément ce que quelqu'un a besoin d'entendre. » Une brise légère agitait les fleurs du jardin, apportant ce parfum qu'ils associaient désormais au nouveau départ. Là, dans ce même espace où elle n'avait été qu'une gouvernante, et lui un cadre solitaire, naissait quelque chose de bien plus grand qu'eux. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui, » murmura Élodie après un silence. « De Sophie. » Moreau se raidit imperceptiblement mais garda son calme. « Et que dit-elle ?»« Elle veut participer au programme de réinsertion, » répondit Élodie, sa voix mêlant surprise et sérénité. « Elle dit que le temps en prison l'a fait. » Réfléchir à ses choix. « Et qu'en penses-tu » Élodie se tourna pour le regarder, ses yeux verts remplis de sagesse. « Je pense que si nous recevons une seconde chance, qui sommes-nous pour la refuser aux autres ?» Antoine sourit, reconnaissant dans cette réponse la même compassion qu'il avait conquis des mois auparavant. « Tu ne cesses jamais de me surprendre. »« C'est parce que je ne cesse jamais de me surprendre moi aussi, » répondit-elle avec un sourire. « Chaque jour est une nouvelle découverte, un nouvel apprentissage. » Le soleil plongeait à l'horizon, peignant le ciel de rose et d'or. En bas, la ville vibrait à son rythme constant, indifférente aux transformations profondes qui se déroulaient au sommet de cette tour. « Antoine » appela doucement Élodie. « As-tu des regrets ?» Il réfléchit un moment, ses yeux parcourant le jardin qui avait été témoin de tant de changements. « Je regrette d'avoir mis autant de temps à comprendre que protection n'est pas synonyme de prison, que contrôle n'est pas synonyme de sécurité. Et maintenant ?» Maintenant, il sourit en lui prenant la main. « Maintenant, je sais que certaines choses doivent être perdues pour que d'autres, bien plus précieuses, puissent être trouvées. » Le téléphone d'Élodie vibra, un nouveau message concernant l'Institut. Des dirigeants de tout le pays manifestaient déjà leur intérêt à y participer, à partager leurs propres histoires de chute et de rédemption. « Nous avons créé quelque chose de plus grand que nous, » commenta-t-elle en rangeant son portable. « Non, » corrigea gentiment Antoine. « Nous avons créé quelque chose de mieux que nous, quelque chose qui continuera à transformer des vies bien après notre départ. » Le crépuscule projetait de longues ombres sur le jardin, mais pour la première fois de leur vie, ni Antoine ni Élodie ne craignaient l'obscurité. Ils avaient appris qu'il faut parfois traverser la nuit la plus sombre pour trouver l'aube la plus belle. L'hiver était arrivé en ville, mais l'atmosphère à l'Institut Montparnasse était un éternel printemps. 6 mois après son inauguration, l'espace vibrait déjà d'histoires de transformation. Dans les couloirs spacieux et lumineux, des dirigeants qui avaient autrefois occupé le sommet du monde corporate apprenaient maintenant à reconstruire leur vie avec humilité et sens. Élodie parcourait ces couloirs chaque matin, s'arrêtant pour parler à chaque élève, chaque professeur, chaque employé. Sa présence dégageait un mélange unique d'autorité et de bienveillance, le même qui avait transformé la vie d'Antoine tant de mois auparavant. La nouvelle promotion commence aujourd'hui, remarqua-t-elle en entrant dans le bureau qu'elle partageait désormais avec Antoine. Non plus au 40e étage de la tour Montparnasse, mais au cœur de l'institut qu'ils avaient recréé ensemble. « Combien d'élèves » demanda-t-il, levant les yeux des documents qu'il examinait. « 35, » répondit-elle avec un sourire, y compris Sophie. Moreau posa les papiers, accordant toute son attention à Élodie. « Comment va-t-elle »« Différente, » réfléchit Élodie en s'asseyant dans le fauteuil à côté de lui. Il y a une humilité authentique dans son regard maintenant. Le genre d'humilité qui vient seulement après avoir tout perdu, et réaliser que ce tout n'était pas ce qui comptait vraiment. Par la fenêtre, il pouvait voir le jardin de l'Institut, une réplique agrandie de celui qui existait sur la terrasse. Là, élèves et professeurs se réunissaient pour des conversations informelles, partageant expériences et rêves renouvelés. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?»
commenta Moreau en observant la scène. Comment chaque histoire qui arrive ici est unique, mais toutes partagent la même essence. La quête de rédemption. Élodie sourit, reconnaissant dans ces mots la même transformation qu'ils avaient vécue tous deux. C'est parce qu'à un moment donné, nous avons tous besoin de quelqu'un qui voit au-delà de nos masques. Comme tu l'as fait pour moi, comme nous l'avons fait l'un pour l'autre, corrigea-t-elle doucement. L'interphone sonna. C'était Dupont, désormais directeur exécutif de l'Institut, annonçant que la cérémonie d'ouverture était sur le point de commencer. Dans l'auditorium, 35 visages attendaient avec impatience, chacun portant son propre bagage d'erreur et d'espoir. Moreau et Élodie montèrent sur scène, main dans la main, sans plus se soucier des apparences ou des protocoles. Ils avaient appris que la vraie force réside dans la vulnérabilité partagée. « Bienvenue à l'Institut Montparnasse », commença Élodie, sa voix portant dans chaque recoin de la salle. « Chacun d'entre vous est ici pour une raison différente, mais vous partagez tous le même désir, celui de réécrire votre histoire. » Moreau prit la parole. « Il y a 1 an, j'étais un homme qui croyait que le contrôle était synonyme de pouvoir, que la solitude était synonyme de force. J'avais tout faux. » Les yeux de Sophie, assise au premier rang, brillèrent de larmes retenues. Élodie poursuivit « Et moi, j'étais une femme qui avait tout perdu, sauf ma dignité. J'ai découvert qu'il faut parfois perdre le monde pour se retrouver soi-même. Aujourd'hui, reprit Moreau, nous ne sommes pas ici comme vos supérieurs ou vos juges. Nous sommes ici comme compagnons de route. Parce que la véritable transformation se produit lorsque nous cessons de juger et commençons à comprendre. » Le silence dans l'auditorium était profond, chaque parole trouvant un écho dans les cœurs en quête de rédemption. Cet institut, conclut Élodie, n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, c'est un espace de nouveau départ, où le passé n'est pas nié mais transformé en sagesse, où les erreurs ne sont pas des chaînes qui nous retiennent, mais des marches qui nous élèvent. À la fin de la cérémonie, alors que les nouveaux élèves se dispersaient pour leurs premières activités, Moreau et Élodie restèrent sur la scène vide. Le soleil d'hiver entrait par les larges fenêtres, créant un jeu de lumière et d'ombre qui rappelait ce premier matin sur la terrasse. « Tu avais imaginé que nous arriverions ici ?» demanda-t-il, l'enlaçant par derrière. « Non, répondit-elle avec sincérité, mais maintenant, je ne peux imaginer aucun autre endroit où nous devrions être. » Dehors, la ville poursuivait son rythme effréné, mais entre ses murs, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Des personnes réapprenaient à faire confiance, à rêver, à aimer. Et au cœur de tout cela, un couple qui avait transformé ses propres blessures en source de guérison pour les autres. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour,